L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Laetitia. Bonjour Magali. Alors si je devais demander à une amie qui te présente, qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour te présenter ici et maintenant? Que je suis une personne solaire, un peu fleur bleue. On dit souvent que je suis du pays des bisounours, tu vois, ce genre de truc. Moi, j'avoue que oui et non, je suis pas totalement en accord parce que du coup, je suis quand même consciente, tu vois, de tout ce qui se trame dans le monde, des personnes qui dorment dans la rue, de tout ce qui se passe, de toute la violence, des guerres, et ainsi de suite. Mais j'ai décidé, moi, dans ma vie, de regarder en fait la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire, passeuse de mots et d'histoire? C'est une association qui a été créée par Valéria Milewski, qui est en région parisienne, qui est biographe hospitalière. Et donc du coup aujourd'hui je suis biographe hospitalière aussi. C'est écrire la vie des personnes gravement malades ou en soins palliatifs, écrire leur histoire de vie ou les derniers messages qu'ils souhaitent laisser à leur famille. Donc les réminiscences, c'est ça, c'est les souvenirs qu'on a à l'intérieur de soi et qui ont besoin, voilà, d'être posés ici maintenant. Et pourquoi c'est important de poser ici maintenant ces souvenirs-là? Enfin, là, dans le cadre de la biographie hospitalière, c'est un petit peu arriver vers la fin de sa vie et de refaire le feedback de sa vie, de faire cet aller-retour entre tout ce qu'on a vécu, de pouvoir poser des mots sur les mots MAUX et également dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Mais quelquefois, on n'a pas toute cette facilité de dire « je t'aime » à quelqu'un. Et donc, du coup, y a des mots qui traversent, il y a des mots qui s'imposent, mais qui veulent dire « je t'aime ». Alors, il y a des personnes qui ont une certaine conscience voilà, une certaine conscience de leur vie, donc c'est peut-être plus facile. La mort, effectivement, il y a pas d'âge, il n'y a pas de logique dans tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes âgées. Et dans ces personnes âgées, effectivement, dans ces périodes de guerre, on ne montrait pas nos émotions, on ne montrait pas nos sentiments. Quand j'arrive à la fin de ma vie, mon existence, il faut que je la révèle quelque part, c'est ça, C'est finalement? ça, laisser une trace, et puis ça fait moins peur aussi de partir en laissant une trace. Je trouve que les plus grandes peurs, c'est déjà on ne sait pas ce qu'il y a derrière la mort. Après, c'est des croyances, hein. Moi, j'ai ma propre croyance, mais qui n'est pas la même que tout le monde. Mais effectivement, cette peur de la mort, c'est la peur un petit peu du néant. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le néant? Peut-être d'être oublié. Donc le fait de laisser une trace, déjà, on est là dans la présence. Une dame Henriette, c'est ma première biographie. Donc, sa fille m'avait donné la permission pour mettre ses photos dans mes publications. Donc, c'est pour ça que je me permets. Elle n'avait jamais dit « je t'aime ». On a fait sa biographie, enfin une partie de sa biographie. Et on avait fait des questions-réponses justement sur la mort, quel message laisser à ses enfants. Elle voulait que je le transmette quand elle mourait. Donc, elle n'a pas dit « je t'aime », mais indirectement, j'ai aimé. Je n'ai peut-être pas bien aimé, mais j'ai aimé. Le principe vraiment de la biographie donc hospitalière, de cette biographie qui est faite à la fin de la vie, on remet le livre de la personne à sa famille plusieurs mois après le décès, pour qu'elle ne soit pas associée à la souffrance, pour que ce soit en fait comme un outil d'accompagnement au deuil. En fait, voilà, de pouvoir relire vraiment la personne. Et dans la biographie hospitalière, effectivement, on retrace réellement ce que dit la personne. On ne romance pas, en fait. Quand j'ai validé la formation justement de passeur de mots et d'histoire, il y a eu cet élan, j'ai terminé la formation, j'ai pleuré pendant 3 jours. Mais j'ai pas pleuré, tu sais, de peine ou de quoi, j'ai pleuré en fait de gratitude de ce qui était donné, d'être le pont. Tu vois, on est juste un pont en fait entre ce qui se passe là et on est passeur de mots et d'histoire en fait, de passer le relais de l'histoire d'une personne. Pour moi, je sais que je suis beaucoup plus vivante d'accompagner des personnes parce que du coup il y a moins d'ego, on va plus à l'essentiel, on dit ce qu'on a à dire et on vit ces instants-là parce qu'on sait que peut-être ils sont les derniers. Et ces instants-là, et c'est mon père moi qui m'a donné un de ces messages-là à la fin de sa vie. Il était traumatisé, il pouvait plus bouger et là il pleut dehors.
il pleut, il veut vraiment se lever pour aller dehors. Et je lui dis, mais non, tu peux pas aller dehors parce que tu comprends, s'il vient à faire froid, si tu t'attrapes un coup de froid, tu peux mourir. La bonne blague. Voilà, donc on est quand même toujours ça. Et non, en fait, il voulait aller dehors, donc j'ai pratiquement porté mon père pour l'emmener sur le bas de la porte. Et effectivement, on est resté 15 minutes sous la pluie mouillée. Et en fait, et j'ai lu dans ses yeux qu'il savait que c'était la dernière fois qu'il allait voir la pluie. Tu vois, et c'est ce vivant-là, tu vois, c'est cette émotion-là de se dire, c'est peut-être, tu vois, la dernière fois, quoi. Et du coup, dans l'enfant de vie, moi, c'est pour ça que j'ai envie, tu vois, de réactiver les rêves, d'écouter toutes ces histoires-là, de transmettre, d'écouter, tu vois, d'entendre et d'être vraiment dans la présence, que ce soit dans l'écriture ou autre chose. Et c'est vrai que ce rapport-là, certains mots, tu vois, ont changé en moi. Le mot présence, le mot compassion, et ça m'a amené vraiment une autre dimension et ça a changé aussi ma vie un petit peu. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine ouverture. On est en train de changer le paradigme de la mort. Il y a de plus en plus d'associations qui s'ouvrent. Je vois, là, on a fait un forum Vivre les mots de la vie et du deuil, où il y avait les pompes funèbres d'Estagel qui créent des cafés du deuil. Il y a l'ASP L'Olivier qui crée aussi, qui propose depuis plusieurs années des cafés de deuil aussi également sur Perpignan. Et il y a des actions un petit peu partout comme ça en France. Et c'est vrai qu'on est en train d'ouvrir la parole. Là, il y a eu même un festival de la mort à Rennes il y a une quinzaine de jours. Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est par rapport à un vécu personnel. Donc, tout passe en premier par rapport à moi et qu'est-ce que je peux mettre au monde. Et effectivement, quand j'ai été plus claire avec mon histoire, j'ai pu me dire, OK, je veux travailler dans ce domaine-là. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais très peur du noir et du silence. Aujourd'hui, je fais des accompagnements en fin de vie, la nuit, et donc dans un silence total. Et c'est ça qui est assez intéressant de voir notre propre évolution dessus. Personnellement, c'est venu, j'ai eu des questions, une ouverture sur la mort très tôt. Je suis née le même jour que ma grand-mère, qui est décédée 2 ans avant mon naissance. Et donc le deuil n'était pas encore fait. Et c'est vrai que très tôt dans la famille, je partageais mon gâteau d'anniversaire avec une personne invisible, donc que je ne connaissais pas. Et donc très tôt, j'ai eu beaucoup de questionnements sur la mort. Est-ce qu'il y a une vie? Mais comment il y a cette personne-là, mais qu'on ne voit pas? Et des questions qui restaient un petit peu sans réponse, parce que bien entendu, le deuil n'était pas encore fait. C'est vrai que c'est tout ce cheminement lors d'un accompagnement aussi de ma tante, tu vois, donc c'est vraiment personnel, où j'avais une vingtaine d'années, même un peu plus jeune. Tout de suite eu cette présence-là, elle a eu une ablation de la langue, bon, désolée pour les personnes sensibles, mais et donc du coup, on ne pouvait plus verbaliser, et donc du coup, c'est mes mains qui sont venues communiquer avec elle à ce moment-là. Et c'est par rapport à ça que j'ai fait mon premier métier, qui était hydrothérapeute et masseuse. Tu vois, dans vraiment ce lien-là, me dire, mais en fait, on peut communiquer avec les mains, il y a des messages à passer. Déjà, d'une, ça détend le corps, mais en plus, c'est un moyen de communication, tu vois, quand il n'y a plus que ça. On rencontre la personne et pas tout ce qu'il y a à côté. Il n'y a pas de, bien entendu, que je suis émotionnellement et je suis empathique, mais je n'ai pas ce regard-là. J'ai pas ce regard-là. Nous, on est plutôt sur les dents, c'est effectivement les aidants, les autres dents qui sont là. Et là, c'est pareil, on arrive, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'espaces aussi, où on s'est rendu compte que les aidants, on pouvait les accompagner aussi également. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour cet accompagnement-là aussi, pour ne pas qu'ils se sentent seuls et pouvoir les accompagner. Et c'est ce que je fais aussi dans les ateliers d'écriture, où on essaye, les ateliers d'écriture biographique, où là, c'est en groupe, essayer de dire, ok, mais tu as un rêve, mais ok, quel est ce rêve-là, quoi, pour pouvoir le réactiver, pour pouvoir savoir, ou si on ne peut pas le matérialiser, mais au moins qu'il puisse passer, tu vois, dans l'imagination, quoi, qu'on puisse recréer ce lien avec le rêve, ou du moins la passion, ou une envie, enfin, retrouver de la vie, de la vie. Il y a une très belle association aussi, l'Ambulance des rêves, qui font vivre les derniers instants. Elle est basée en région parisienne. Et donc, c'est l'ambulance qui prend les malades et qui les emmène pour vivre leurs derniers rêves. Il y a eu un reportage dernièrement où ils ont pu emmener une patiente auprès de sa famille en bord de mer et de pouvoir passer la journée
retourner chez la maison de sa fille qu'elle n'avait pas vue. Et voilà, donc de vivre cet instant-là familial qu'elle ne pouvait pas parce que ça demande beaucoup de déplacements de matériel et qu'il faut vraiment une ambulance. Donc il y a plein d'actions aussi comme ça qui permettent de vivre le rêve. Et comme je disais, dans ce changement de paradigme-là, on se rend beaucoup plus qu'il y a de la vie. Il y a de la vie et que cette vie-là, mais ok, quoi, on va la prendre et on va en faire quelque chose, qu'on va laisser, on va laisser une trace, on va laisser la personne sourire à nouveau, se dire ok, même si je suis malade, on peut quand même avoir des projets, on peut arriver. Ça raconte effectivement que du coup c'est tellement fort, c'est tellement là que ça a besoin d'être matérialisé, tu vois, posé ou raconté, que du coup ça prend beaucoup plus de place que ses propres besoins. Et ça, c'est ce travail que tu cherches à faire à travers les biographies, à travers tes ateliers aussi? Et tout à fait. Et moi-même, quand j'écris aussi, je me rends compte que je peux écrire et qu'il est 16h de l'après-midi, que j'ai pas mangé, que j'ai pas bu, tu vois, parce que du coup, je crée des personnages. Je crée des personnages, mais en fin de compte, indirectement, c'est des métaphores, des choses que j'ai vécues aussi, souvent dans les contes. Et donc, du coup, je peux effectivement passer des heures en oubliant les besoins primaires d'une personne, quoi. Comme quoi on s'alimente aussi d'autre chose que des aliments ou de l'eau. Totalement. C'est une autre manière de s'alimenter soi-même, quoi. Ouais. Et j'ai vu donc dans ton association, en fait, le président, c'est un auteur-compositeur. Ouais, David Kilembe, voilà, oui. Qui, donc je suis allée voir un peu, découvrir. Du coup, j'ai découvert aussi, donc merci, parce que voilà, en préparant, ça me permet de découvrir aussi. Oui. Et il a cette chanson sur Dis papa, dis-moi papa, là. Avec les non-dits, ouais. Tout ce que tu ne m'as pas dit, je le sens, je le sais pas. Où t'as caché tous les non-dits, je le sens, je le sais pas. Je cherche où tu les as mis, y en a ici et là, y en a aussi chez mamie, je le sens, je le sais pas. Il y a ce petit jeu de cache-cache auquel on joue. Tout ce que tu veux pas que je sache, c'est caché où? Dans les apparences, il y a du flou. Je suis pas né dans la confidence, je suis dans les choux. Tout ce que tu ne m'as pas dit, je le sens, je le sais pas. Où t'as caché tous les non-dits, je le sens, je le sais pas. Je cherche où tu les as mis, y en a ici et là, y en a aussi chez papy, je le sens, je le sais pas. On n'y voit rien dans tes œillères, t'es tabou, ton histoire c'est que du gruyère. Papinou, t'as voulu te taire, y a des trous quand on veut regarder derrière, c'est que du flou. Tout ce que tu ne m'as pas dit, je le sens, je le sais pas. Où t'as caché tous les non-dits, je le sens, je le sais pas. Je cherche où tu les as mis, y en a ici et là, y en a chez tous mes amis, je le sens, je le sais pas. Mais qui c'est qui t'a dit, le dit, mais qui c'est qui t'a dit, le dis pas que tu sais. Mais qui c'est qui t'a dit, le dit, mais qui c'est qui t'a dit, le dis pas que tu sais. Papa, y en a dans les albums photos, dans les tiroirs, j'en vois partout, je deviens mytho. C'est bizarre, c'est là dans ta bouche, y a de l'espoir. Dis-moi c'est quand que tu accouches, c'est pas trop tard. Tout ce que tu ne m'as pas dit, je le sens, je le sais pas. Où t'as caché tous les non-dits, je le sens, je le sais pas. Je cherche où tu les as mis, y en a ici et là, y en a aussi chez mamie, je le sens, je le sais pas. 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 Je le sens, je le sais. Les secrets de ma vie. Donc c'est vrai que le titre effectivement peut faire peur, mais c'est vraiment un accompagnement par l'écriture, par les médiateurs artistiques, pas à pas. Donc c'est-à-dire qu'on débute et on apprend à chacun à se connaître,
à faire confiance, à laisser à chacune personne aussi de s'exprimer là où elle peut aller, de mettre encore une fois des mots sur les mots, de pouvoir raconter son histoire et d'avancer comme ça en groupe. Et les groupes ne se choisissent jamais par hasard, il y a toujours un effet miroir de l'un à l'autre. Quelqu'un qui vit quelque chose, l'autre personne l'a peut-être déjà traversé, peut lui en ramener sa propre résilience et apprendre donc à mieux se connaître et à poser des choses. Effectivement, là, les secrets de ma vie, on est vraiment sur de la généalogie et vraiment sur une chronologie de sa vie. Il faut être prêt aussi à se dévoiler. Mais comme je disais, c'est vrai que le processus a quand même... Alors on sait effectivement où on va aller, mais c'est le cheminement de ces ateliers. Il y en a quand même une dizaine. Il y a quand même après un suivi. S'il y a besoin, on prend le temps de discuter. On peut se parler au téléphone, on peut se voir aussi en dehors des ateliers. Mais effectivement, ouais, il y a tout ce cheminement intérieur qui se fait. Que ce soit sur ces ateliers ou la bibliographie, c'est vraiment la question de cette trace, laisser une trace. On est toujours sur cette même énergie, ouais. Parce que pour moi, chaque personne compte, chaque personne est unique et chaque personne a une histoire à raconter. Et toi, tu le vis comme du merveilleux à chaque fois ? Ouais. Oui. À chaque fois, je suis honorée déjà de pouvoir exercer ce magnifique métier. Et je suis honorée d'écouter... de créer un espace en fait d'écoute entre chaque personne. Donc comme je dis, individuel et en groupe, c'est encore différent. Mais oui, moi je suis émerveillée. Moi je rentre, je suis émerveillée. Et puis je suis toujours en train, donc effectivement, d'apprendre. Avant de débuter les secrets de ma vie, j'ai étudié le transgénérationnel, parce que pour moi, quand on fait effectivement quelque chose avec l'autre, il faut être au clair en premier temps avec soi-même. Et moi, il y avait encore des éléments dans ma vie familiale qui restaient... C'était pas des non-dits, mais c'était des choses dont on ne parlait pas. Et donc, ça a permis d'aller voir un petit peu ces choses-là aussi, d'être transparente, en fait, de pouvoir être transparente avec les autres. Donc, la transmission, elle se fait comment du recueil? Là, ça sera effectivement du vivant. Donc, du coup, soit c'est proposé en fait de différentes, c'est par rapport suivant, c'est pour les personnes de plus de 60 ans, donc c'est en fonction de l'autonomie effectivement de chaque personne, mais il y a un accompagnement qui est fait. Et donc, c'est chaque personne amène également sa petite touche personnelle, mais sinon, de la manière dont je le propose, c'est avec des feuilles A4 dans un premier temps, de pouvoir noter ce qui est hyper important, son nom, son prénom et sa date de naissance, pour dire j'ai existé dans un premier temps, je suis là, je fais ça pour moi, et je propose effectivement avec ce qu'on appelle la médiation artistique. Donc ça va être avec des collages, avec du dessin ou des autocollants à poser, parce que même en dehors des mots, en fait, une image qui est collée ou un autocollant qui est collé raconte énormément de choses. Tout dépend aussi qui est positionné dessus. Ça m'est déjà arrivé, ça c'était pas avec les secrets de ma vie, mais avec d'autres ateliers. La personne me disait mais moi je n'ai rien à raconter, de toute façon j'ai plus de souvenirs. Et puis elle s'est mise à faire des collages, ainsi de suite, à écrire un ou deux mots et tout ça, et on a pu discuter effectivement de ça. Et elle me dit incroyable, c'est ce que je suis en train de traverser en ce moment. Elle me dit moi je croyais que c'était anodin, donc elle faisait limite pour me faire plaisir, pour dire je participe, mais effectivement il y avait vraiment de l'expression, il y a de l'expression. Et oui, alors attends, pour terminer donc sur la question, donc effectivement, soit sur feuille A4, après le carnet est relié avec une relieuse ou alors avec du joli fil ou du raffia. Ou alors si la personne veut vraiment écrire sa biographie, donc avec des carnets où ils collent leurs photos. On essaye de travailler avec les livrets de famille, avec les photos, pour vraiment laisser une trace et se dire tiens, cette photo-là aussi, la sortir du placard, parce qu'on a combien d'albums photos aussi avec l'histoire de la grand-mère, tu vois, ces réminiscences qui remontent aussi en voyant les photos, en se disant ah mais oui, mais là c'est quand j'étais au lavoir, ah mais oui, mais ce lavoir il existe toujours. Et donc du coup, et puis la semaine d'après, inconsciemment, on va à ce lavoir-là pour se remémorer aussi certaines choses, ressentir l'énergie. Il y a un monsieur qui écrivait sur ses grands-parents et il me disait c'est incroyable, je ne pensais pas que j'avais autant de choses à poser
sur eux. Il me fait, je ne sais pas si je les ai imaginés ou pas, mais c'est toujours très intéressant. Dans ce projet-là, Les secrets de ma vie, il y a également 2 autres intervenants. Cécile Sellerier, qui est photographe et créatrice de la photomorphose, et Fabien Porte, qui enregistre les témoignages également sonores des personnes. Et donc du coup, la photomorphose, en fait, s'intègre vraiment dans ces ateliers-là avec ce rapport à l'image de soi. Et on se rend compte qu'au fil des ateliers, effectivement, il y a quelque chose qui se positionne. Et donc, à la fin, on propose une exposition de chaque portrait des personnes qui ont participé justement au secret de ma vie. Mais même sur l'hospitalier, quoi. Une espèce de cadeau à soi-même, non, quelque part. Ouais, c'est exactement, mais c'est un cadeau à soi-même. Et puis après, c'est la relation, quoi. Ça part du cœur, donc on oublie effectivement tout le superficiel et on est là effectivement avec soi. Et puis il y a quelqu'un qui nous écoute aussi, parce que du coup il y a cet espace d'écoute. Parce qu'écouter, c'est pas donné non plus à tout le monde, tu vois, d'écouter activement, d'être vraiment là dans la présence, de pouvoir écouter. Et écouter complètement, tu vois, ne pas entretenir une conversation, tu vois, c'est vraiment, on écoute, ok, quand il y a besoin quand même d'approfondissement, on y va, mais effectivement, il y a... Ouais, c'est vraiment le cœur qui parle. Donc, est-ce qu'on peut dire que le cœur, c'est l'humanité de chacun d'entre nous? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Enfin, pour moi, parce que le cœur, quand je dis la reliance, c'est souvent quand on est relié de cœur à cœur, quand on est là, on se situe là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à ma 44e année, il y a vraiment, c'est ce que je me dis, bon, ça fait quelques années que je suis comme ça, mais je me dis, je veux vraiment avoir des relations comme ça. Si les relations, elles ne viennent pas du cœur, il n'y a pas d'intérêt. Chaque rencontre, c'est une vision du monde. Et chaque rencontre est transformatrice. Voilà, de toute façon, chaque personne emporte notre... Enfin, il y a le monde et on a chacun notre propre monde, effectivement. Alors, je dirais, pour répondre à ta question, que je l'ai vécu cette semaine. Je l'ai vécu cette semaine. Je suis allée dire au revoir à un monsieur qui est en train de mourir. Et il me dit, tu sais, je suis en paix. Et ma deuxième vie m'attend. Je suis prêt. Je suis en paix. Et je suis serein. Sacrée philosophie, hein. Waouh. Ah ben oui, alors là, il me dit, mais tu vas pas pleurer quand même. Je dis, non, je vais pas pleurer, mais c'est beau. Je fais, c'est d'une telle beauté. Et c'est vrai que quand on touche, tu sais, ces espaces-là, c'est beau, c'est des espaces remplis d'humanité, en fait. On est d'humain à humain. Donc ça diffuse chez toi, c'est presque une infusion, quelque part. Oui, totalement. Et je crée ces instants-là sacrés parce que je me dis ils sont essentiels et on peut j'essaye de plus en plus de ramener ma petite touche personnelle. Et je sais quand j'ai fait le forum, et d'ailleurs je l'ai refait, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit ok, là on peut pas faire de biographie, mais on peut permettre aux personnes d'écrire une lettre à un défunt ou à une personne en fin de vie. Et donc du coup j'ai retapé, j'avais une petite boîte aux lettres, tu vois, j'ai pris le temps de la retaper parce que pour moi cet objet-là est sacré aussi. Et donc j'ai acheté du joli papier, j'ai acheté de la cire, voilà, pour que chaque personne puisse écrire un mot, un message, et donc qui est refermé et fermé avec un clou, tu vois, avec un seau de cire. Et donc cette lettre-là va dans cette boîte aux lettres-là. Et ensuite, je propose effectivement, moi je fais un rituel derrière. Pour honorer effectivement cet écrit, parce que je me dis oui, il y a la biographie, mais en fait on peut transmettre et laisser, enfin, pour moi l'écriture aussi, de la manière dont je la vois, elle permet de libérer aussi, de libérer des choses quand on les pose, mais effectivement on les intègre. Enfin, pour moi, c'est comme ça, tu vois, que je le vois. Je pose les mots, ok, et puis après, je les intègre en fin de compte, et puis ils sont, tu vois, ils sont dispersés là, voilà, dans la nature. Les mots, ils sont éclos. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai envie de m'enivrer de ça. Je comprends la souffrance des personnes, parce que moi-même, j'ai souffert. Et donc, c'est pour ça, et je comprends la souffrance. J'ai envie de me connecter au beau, mais de me connecter aussi à la souffrance de la personne, de lui dire... en fait, t'es pas tout seul. Tu te vois où dans 5 ans? Moi, en train d'écrire des livres tranquillement et en train de faire de la vannerie.